Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je suis à Paris, flambeau de l'Occident, et je suis sur l'esplanade des droits de l'homme, à côté du musée de l'homme, avec Alain Froment. Alain Froment qui est anthropologue. Alors moi, c'est ma maison d'origine, le musée de l'homme, le musée de l'humanité. Donc je suis là comme chercheur, médecin de formation et ancien responsable des collections d'anthropologie, donc de tous les squelettes, de toutes les momies qui sont stockées au musée de l'homme. Et ma réflexion, donc, que je partage avec Fred, c'est sur la diversité de l'humanité. Et la merveilleuse diversité de l'humanité. C'est-à-dire qu'on est tous différents, mais tous merveilleux et adaptés à la base à des milieux différents, ce qui fait justement le fait qu'on est si différents mais si merveilleux. Voilà. Et il va nous montrer un peu le musée de l'homme, hein, et on va parler un peu de diversité humaine, ce qui est intéressant, comme les gens vont pouvoir comprendre qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi ils sont ainsi. Voilà. Alors ici, Fred, on va rentrer dans la galerie de l'homme et je voudrais te rappeler quelque chose là sur ce logo. Depuis 1937, c'est le musée de l'homme. Il est connu dans le monde entier. On pourrait nous dire le musée de l'homme, mais pas le musée de la femme. Discours habituel. L'astuce de ce logo, c'est d'avoir transformé un petit peu le haut pour qu'on voit inconsciemment, en quelque sorte, le signe féminin, et donc comme ça, se sortir un petit peu de cette logique masculiniste. Oui, d'accord. Petite astuce visuelle. Oui, parce qu'il y a homme avec un petit H, c'est l'homme, et un grand H, c'est l'espèce. Et donc ici, c'est le grand H, mais les gens peuvent le voir comme un petit H. Voilà, et puis comme on est dans une période où il faut quand même... sensible, donc on essaye de contenter tout le monde. Voilà, c'est intéressant de le voir. Là, il y a une super animation. Oui, ici, Fred, ce tableau-là, il va nous montrer ce qu'est l'origine de la vie. En fait, tous les êtres vivants sont connectés par leur ADN. Il y a un grand projet qu'on appelle l'arbre de la vie. Et voilà notre ancêtre commun à tout ce qui est vivant sur Terre. Hein. Les virus, les bactéries, les amibes, les plantes, les animaux. Vers 3 milliards 800 millions d'années, on a cet ancêtre commun qu'on appelle Luca. Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun à nous tous. Et avec le temps, donc, cet arbre de la vie, il se complexifie, il fleurit et donne toutes les espèces qui sont vivantes aujourd'hui. Alors c'est quelque chose qu'il est bon de rappeler pour voir comment on est connecté avec le reste de la nature. Et je me souviens avoir fait la visite avec un rappeur connu qui s'appelle Abdel Malik et qui, devant ce tableau-là, m'a dit « Ah mais... j'avais cette intuition que nous sommes connectés au reste du vivant. Mais avec cette animation, je comprends. Effectivement, non, il y a un fondement objectif. Nous sommes tous apparentés. Nous partageons presque la moitié de nos gènes avec des bananes. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, c'est assez symbolique, cette façon de présenter les choses. Là, on est dans le musée de l'homme, devant un magnifique couple, une Italienne et un Hollandais. Alors un Hollandais un peu petit, parce que normalement ils sont plus grands, puisque c'est une des populations les plus grandes du monde, avec les Serbes, je crois, oui. Et quelques populations africaines. Donc peux-tu nous parler un peu de cet endroit merveilleux ? Alors ici, c'est ce que voient les gens en arrivant. La première vitrine, elle nous relie au Muséum d'histoire naturelle, qui est notre maison mère, et où le parcours se termine là-bas sur la grande galerie de l'évolution des animaux. Et nous, nous sommes le dernier venu. Nous sommes parentés avec tous ces autres primates. Nous sommes des primates nous-mêmes. Donc on voit dans la vitrine un gorille, un orang-outan, un chimpanzé, qui sont génétiquement vraiment les espèces les plus proches de nous. Et puis, d'une façon générale, cette biodiversité. Après, quand on se tourne, on voit qu'effectivement, il y a des dissections. On parle d'anatomie du corps humain, l'anatomie normale, l'anatomie un peu pathologique et parfois aussi les déformations crâniennes qui sont des altérations volontaires de l'anatomie. Mais évidemment, ce qui est en majesté dans cette vitrine, c'est ce couple, effectivement, d'Européens, donc une Italienne et un Hollandais. Et là, le but, c'était surtout de montrer ces différences qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Qu'est-ce qu'on voit d'emblée ? Que l'homme est plus grand que la femme. En moyenne, dans les populations, c'est une dizaine de centimètres, parfois 15.
Ensuite, on voit une robustesse qui est plus marquée sur les os du squelette, mais aussi beaucoup sur le crâne. On voit notamment l'angle des mâchoires, là, les mandibules qui sont musculeuses, des empreintes masticatoires, voilà, un menton plus marqué. Et puis au-dessus des orbites, également ces saillies, ces reliefs, alors que le crâne de la femme est beaucoup plus gracile. On dit pédomorphe, c'est-à-dire un petit peu infantile, enfantin, beaucoup plus rond. Après, on peut voir aussi des différences sur la forme du bassin. Évidemment, le bassin masculin est plus étroit. Le bassin féminin est fait pour l'accouchement et il doit négocier un problème qu'on a, nous, en tant qu'humains, c'est-à-dire que nous sommes bipèdes. Voilà. Les quadrupèdes n'ont pas de mal pour accoucher, mais nous, on doit gérer à la fois un bébé qui a un très gros cerveau, c'est aussi le produit de notre évolution, et un bassin qui s'est resserré pour supporter le poids de nos organes, qui est donc en forme comme ça d'encorbellement. Et le diamètre du bassin correspond à peu près au diamètre de la tête de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'espace pour que l'enfant puisse se faufiler. C'est pour ça que l'accouchement, c'est toujours une épreuve. Pour nous, c'est la première épreuve que nous vivons dans le monde. En tout cas, bon, clairement, il y a des... Et la tête de l'enfant se déforme aussi, des fois, pour passer. Elle est obligée, oui, oui. Et le bassin de la femme lui-même va s'écarter un peu, au point que, d'ailleurs, il y a des ruptures de ligaments et il y a des petites traces qui nous permettent, nous, en tant qu'anthropologues, de savoir si une femme a déjà accouché et même éventuellement combien d'enfants elle a eu. Donc il y a tout un travail de ce qu'on appelle l'ostéobiographie qui consiste à raconter la vie d'un individu à partir de son squelette. Donc déjà déterminer le sexe, déterminer l'âge. Alors sur l'âge, on a un certain nombre d'éléments qui correspondent à l'architecture osseuse, les sutures crâniennes et puis le délabrement ou l'usure des dents. Donc on voit ici que ce sont des gens, par exemple cette femme, elle a perdu presque toutes ses molaires. C'est une femme qui a certainement autour de 50 ans. De son vivant, hein, de son vivant, parce que ça s'est cicatrisé comme tu me l'as montré. C'est cicatrisé, voilà. Et celui-là, par contre, notre Hollandais, il a perdu aussi des dents après sa mort. Mais il a quand même des dents en assez mauvais état. Ce ne sont pas des gens très jeunes. On voit aussi en bas de la colonne vertébrale, là, sur la 4e, 5e vertèbre lombaire, ce qu'on appelle des ostéophytes ou des becs de perroquet. Donc c'est quelqu'un qui a été contraint à des efforts assez importants, qui a altéré un petit peu ces vertèbres qui sont un petit peu écrasées par le poids des tâches qu'il a eu à un ouvrier du bâtiment, un terrassier, quelqu'un qui a travaillé lourd. Voilà, un lourd de charge. Voilà. Et donc on a le sexe, on a l'âge, on a la morphologie, donc la taille et ça. Tout ça, c'est un peu ce que la médecine légale fait oui. Quand on a un cadavre inconnu. Et puis après, et ce qu'on verra dans le parcours plus loin, c'est l'origine géographique. Est-ce que les gens ont la même tête partout ou bien au contraire, est-ce qu'en fonction du crâne ou du visage sur le vivant, on peut déterminer un petit peu leur origine géographique? Parce qu'on n'a pas tous le même squelette. Alors, on a la même structure, mais il peut varier d'une région à l'autre. Hein. Et oui, et le problème, c'est que la médecine, elle s'est construite sur les Européens historiquement, que ce soit l'anatomie, les dissections. Et d'ailleurs, on disséquait beaucoup plus d'hommes que de femmes, parce que souvent on disséquait les suppliciés, et il y avait beaucoup plus de criminels masculins, hein, c'est la testostérone. Et donc, l'anatomie humaine, elle a d'abord été connue chez l'Européen, donc elle a tendance à servir un peu de référence. Voilà. Et de même la médecine, on a décrit les maladies de l'Européen, et tout l'apport de l'anthropologie finalement, qui est d'ailleurs beaucoup inspiré de la médecine, qui a été fait au début, à partir du 19e siècle, beaucoup par des médecins, c'est de dire l'Européen n'est pas le canon de l'humanité, c'est un cas particulier parmi d'autres. Donc bien sûr, il est mieux étudié, mais donc prenons notre bâton de pèlerin et allons voir les autres populations du monde, voir si effectivement il y a des petites différences, y compris dans l'anatomie, ce qui peut être intéressant, notamment pour les chirurgiens. Et c'est vrai qu'à l'époque coloniale, il y avait des formations pour les chirurgiens qui allaient pratiquer sous les tropiques, et ils devaient apprendre des variations mineures de la forme des organes ou surtout de l'innervation et de la vascularisation qui sont plus fréquentes dans certaines régions que dans d'autres et que parfois on voit rarement chez l'Européen. Oui, c'est comme moi j'avais des vieux articles médicaux où les gars avaient étudié, parce que j'ai recherché là-dessus, les bassins d'Africains et les bassins d'Européens. Et on pense que les Africains sont cambrés. Et ils ne sont pas plus cambrés
que les Européens, en vérité, c'est qu'ils ont juste une projection arrière de l'os iliaque et du sacrum pour ancrer un gros fessier, parce qu'en général, ils ont des jambes plus grandes, donc l'attaque au sol est plus difficile. Mais l'étude du plateau sacral montre que l'angle est quasiment le même, parce que s'ils auraient un angle plus marqué, ça risque d'avoir des vertèbres qui risquent de passer vers le bas et de créer des pathologies vertébrales. Donc c'est une mauvaise interprétation, parce qu'on voit, oh, il est plus cambré. Mais non, il n'est pas plus cambré. Il a l'os iliaque et le sacrum déporté vers l'arrière pour ancrer un gros fessier. C'est voilà. tout. Et donc, il y a aussi le muscle et puis la graisse, qui va encore amplifier. Cette impression que le fessier est très saillant. Parce que les Africaines ont en général la graisse qui est très localisée au niveau du bas du corps, pour des raisons de thermorégulation, que l'européenne, par exemple, au niveau des fessiers, va l'avoir un peu partout, comme un bibendum pour le froid. C'est des vieilles adaptations. Et c'est pour ça que là, effectivement, quand on voit le squelette, il faut imaginer les muscles et la chair, hein. Tout ça, quand on raisonne sur l'anatomie, on ne raisonne pas que sur le squelette, mais évidemment, le squelette a l'intérêt d'être minéralisé et donc de se conserver au fil des millénaires et même des millions d'années. C'est pour ça qu'une partie de notre galerie ici est consacrée aux origines de l'espèce humaine. Et ça, c'est magnifique à voir. C'est la paléontologie humaine. Faut nous le montrer, ça. Nous allons le voir. Petite parenthèse. Alors, Alain, nous ne sommes pas devant des crânes d'Anunnakis ou d'aliens. Peux-tu nous expliquer pourquoi ces crânes ont ces déformations que l'on voit là? Ici, on rappelle que la culture influence notre corps. Il y a des mutilations, il y a diverses façons de se tatouer, de changer son apparence. Et une des plus spectaculaires, ce sont les déformations crâniennes volontaires. Ça consiste à bander le crâne du nourrisson, quand les os sont encore très malléables, jusqu'à ce qu'ils se solidifient. Donc au premier plan, on voit un jeune enfant, mais derrière, ce sont des adultes. Donc ce sont des déformations crâniennes qui, en général, marquaient une classe sociale. Très fréquent chez les Mayas, un peu moins chez les Aztèques, beaucoup chez les Incas. La plus spectaculaire, elle vient du Pérou. Et puis également en France, où c'est une coutume qui a été importée par les invasions wisigothiques, les grandes invasions du Haut Moyen-Âge. Et ici, on a le crâne d'une femme célèbre qui s'appelait Sophie Germain, qui était une mathématicienne, donc une femme très intelligente, et qui avait la déformation dite toulousaine. Il y avait encore à Toulouse, à la fin du XIXe siècle, une façon de bander le crâne des enfants pour lui donner cette déformation un petit peu typique de la région. Mais en général, c'était un marqueur de classe sociale et le cerveau, finalement, s'accommodait de ces pressions. Ça n'altérait pas les fonctions supérieures de l'intelligence, mais ça donnait surtout un aspect tel qu'au premier regard, l'individu était situé dans la société. Alors, Alain, peux-tu nous expliquer la technique pour arriver à ce merveilleux éclaté de crâne humain? On voit comme l'architecture d'un crâne est complexe. Alors, pour arriver à ça, il faut prendre le crâne de quelqu'un qui est assez jeune, où les os du crâne ne sont pas encore tous soudés les uns aux autres. Et pour les dissocier, on met des grains de blé à l'intérieur de la boîte crânienne, et puis on les mouille, et les graines vont se dilater et écarter les os. Et vous voyez, un crâne, c'est fait en fait de deux parties. La partie en haut et en arrière, c'est ce qu'on appelle le crâne cérébral, donc il y a le cerveau à l'intérieur, il est assez simple. Et puis la partie avant, c'est ce qu'on appelle le crâne viscéral, c'est là où on a nos organes de détection. Donc la vision, l'olfaction, et puis où on a aussi le pôle alimentaire, puisque nous sommes orientés aussi avec l'ensemble des vertébrés et même beaucoup d'invertébrés dans un sens antéro-postérieur, avec la bouche en avant et l'anus à l'arrière. Donc tout ça, c'est un vieil héritage évolutif que le squelette raconte très bien. Qui a inventé cette technique pour pouvoir dissocier tous les éléments du crâne les uns des autres? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un montage à la Beauchesne. C'était un anatomiste et ça date d'une centaine d'années. Alors, Alain, là, nous sommes devant la vitrine de phrénologie. Alors, la phrénologie, c'est la science des bosses du crâne, des formes du crâne, c'est ça? C'est ça. Et alors, c'est un petit peu dépassé, bien sûr, mais quand même, tu m'avais expliqué que pas tant que ça, à certains niveaux, on peut y voir quelques analogies avec la science moderne. Oui, en fait, c'est le début de la neuroanatomie. À la fin du XVIIIe siècle, un neurologue qui s'appelait Gall, qui était autrichien mais qui est venu s'installer à Paris, a eu l'intuition que le cerveau ne fonctionnait pas de façon homogène, mais par région. Et qu'en fait, ces régions correspondaient à des vices ou à des vertus. Que donc, quand on avait une vertu particulière ou un don particulier, il y aurait davantage de tissu cérébral,
Par exemple, la bosse des maths vient de là. Vous êtes doué en maths, donc vous avez plus de neurones qui marchent pour les maths. Et donc, le crâne qui moule le cerveau va avoir une bosse. Et donc, on faisait ce qu'on appelait de la cranioscopie, on examinait le crâne. Parfois, on orientait, et ça a eu beaucoup de succès, on orientait les enfants scolairement en fonction de leur morphologie crânienne. Et il fallait donc établir une espèce de typologie avec 3 populations que Gall a utilisées. Des gens qui avaient réussi leur vie, donc qui étaient supposés avoir un talent. Donc il a moulé sur le vivant, hein, ou bien il a récupéré des crânes, mais souvent c'est fait sur le vivant. Tout ce qu'il y avait comme scientifiques, comme grands médecins, comme grands artistes de la Révolution et du début de l'Empire. La deuxième population, c'était des aliénés, c'était des gens qui avaient des problèmes psychiatriques. Donc là aussi, on se disait quelque chose ne marche pas dans le cerveau. Et la troisième population, c'était des criminels. Petits criminels ou grands criminels guillotinés. Et finalement, effectivement, la phrénologie est très vite tombée puisqu'on n'a pas pu établir des différences morphologiques entre des criminels et des gens de talent. Souvent, c'est combiné. Et donc, on en a retenu simplement qu'effectivement, le cerveau avait des zones qui étaient spécialisées, comme ici, là, au niveau de notre temporale gauche, la zone du langage, l'aire de Broca. Et puis, derrière, par exemple, le lobe occipital, c'est pour la vision. Donc, il y a des zones spécialisées grossièrement dans le cerveau, des grandes zones. Et puis, dernièrement, avec les IRM fonctionnels, avec les techniques de caméra à positron, où on peut observer quelqu'un en train de penser et voir des zones de son cerveau s'allumer, consommer davantage d'oxygène, eh bien, on s'est aperçu que, effectivement, en fonction des sentiments exprimés par la personne, ou selon que la personne va dire la vérité ou mentir, ça peut être utilisé comme détecteur de mensonges, ce ne sont pas tout à fait les mêmes zones, mais alors profondes, hein, du cerveau, ça n'a plus de rapport avec les bosses, mais voilà, qui s'allument. Et donc, on en revient un petit peu à la conception initiale des phrénologues, qui était de dire, oui, le cerveau est tellement compliqué qu'il a des zones hyper spécialisées. Mais quand on parlait de zones hyper spécialisées à l'époque de la phrénologie, c'était par exemple le don de la poésie ou la philanthropie, des choses comme ça. C'était vraiment des qualités morales. Ça, c'est complètement dépassé. Mais on n'a pas encore tout compris finalement du fonctionnement complexe du cerveau. On sait simplement que son architecture est vraiment quelque chose comme le plus complexe des objets sur la Terre, c'est le cerveau humain. Voilà, donc il y avait un peu de justesse dans le faux, en fin de compte. Il y avait une intuition. Alors là, nous sommes devant la merveilleuse diversité des visages humains. Alors, tu peux nous raconter l'histoire de ces moulages, parce que ce ne sont pas des sculptures, hein, ce sont des moulages. C'est pour ça que ça donne l'impression d'avoir des gens un peu endormis, peut-être morts. Mais peux-tu nous expliquer un peu cette... Alors ici, on est un petit peu au point culminant de la visite du Musée de l'Homme, c'est ce qu'on appelle l'envolée des bustes. Ces bustes, ils nous viennent de la phrénologie, c'est-à-dire que l'idée a été développée à Paris, chez des Européens, et des médecins se sont dit, mais qu'est-ce qu'il en est des autres populations du monde? Est-ce que la forme de leur crâne, de leur cerveau est différente ou pas? Donc ils ont commencé à documenter, en allant voyager, documenter cette diversité en prenant donc des moulages sur le terrain. Alors pour mouler, effectivement, c'est un peu stressant puisqu'il faut couler du plâtre sur la figure. Il faut mettre de l'huile sur la barbe, les sourcils pour pas que ça adhère. Et puis ce plâtre, il chauffe. Donc c'est très gênant pour les gens. Donc on sait d'ailleurs comment ça se passait. Et les gens qui sont là de diverses communautés du monde océanien en particulier étaient payés à peu près 70 ou 80 euros dans les années 1840 pour subir ça. Une fois que le plâtre était contre-tiré, donc en positif, eh bien, il était mis en couleur. Et puis, avec un appareil qui est ici, on pouvait mesurer donc le crâne. Alors, la phrénologie, elle, on l'a vu, elle est tombée de mode, mais ces bustes sont restés et on les a magnifiés ici en disant, mais quelle belle illustration de la diversité humaine, puisque cette diversité, c'est d'abord des couleurs de peau, bien sûr, mais ça n'est pas que des couleurs de peau. Quand on regarde un petit peu, il y a des différences dans la forme du nez, évidemment dans les cheveux, etc., dans la largeur des pommettes. Donc, on a trouvé que ces bustes phrénologiques, ils avaient une seconde vie ici, en explicitant cette richesse qu'est la diversité humaine.
Bon, alors là, on est devant Lucie. Alors, c'est un moulage, hein, c'est pas le vrai. Alors, on peut voir, tu vas nous parler un peu de ça, mais moi, ce que je trouve fascinant avec Lucie, c'est de voir son bassin. On voit bien que c'est un bassin humain, quoi. C'est presque un bassin d'homme. C'est pas du tout un bassin de singe. Voilà. Le choc, ça a été de trouver ce squelette, là, en 1974, quasi complet. Donc tout est représenté. On a effectivement un bassin et un fémur qui traduisent la bipédie. En même temps, une épaule qui montre que Lucie était encore une assez bonne arboricole. Et elle n'était sûrement pas une très bonne coureuse. Mais c'est une bonne marcheuse bipède, donc à plus de 3 millions d'années. On a préféré la montrer debout. Souvent, elle est couchée. D'ailleurs, l'original est en Éthiopie, hein, là on l'a découvert, dans un coffre-fort. Mais nous, on a voulu la montrer debout, justement pour rappeler qu'avec elle et avec les australopithèques de cette période, on est au début vraiment de l'hominisation, de la marche bipède qui, finalement, est la particularité de notre espèce. Ce qui fait l'homme et ce qui enclenche l'humanité, c'est-à-dire la conscience, montrer d'où on vient, d'où on va, grâce à la libération des membres, et ce qui va générer justement notre capacité à dire je suis, j'étais et je serai par cette libération des bras. Donc ça, c'est les débuts de l'humanité. On peut dire que c'est l'homme, même si c'est un australopithèque, c'est un homme, parce qu'il est bipède. Voilà, c'est le chemin. Et de façon intéressante, c'est aussi à cette période-là, plus de 3 millions d'années, qu'on trouve les premiers outils taillés, voilà, dont on a mis certains dans les vitrines ici. Et donc, ça va un petit peu de pair. Voilà. Quand tu as les membres libérés de la locomotion, tu peux les utiliser pour quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça la libération de la main. Oui. Voilà, c'est intéressant. Là, c'est le crâne de... Alors ici, c'est un plésianthrope, c'est aussi une australopithèque gracile. Et on voit que, bien que la forme évoque encore le chimpanzé, il y a un cerveau qui est plus grand. Et ça se distingue de l'autre espèce contemporaine d'australopithèques qu'on appelle les paranthropes, qui, eux, ont cette crête. Comme les gorilles, ils ont des gros muscles masticateurs, ils sont végétariens, ils ont des dents énormes, et eux, leur cerveau est verrouillé par cette masse musculaire. Voilà. C'est des gros muscles qui s'attachent là, c'est-à-dire qui viennent en haut. Les gorilles, ils les ont aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils bouffent des végétaux en permanence. Et visiblement, eux, peut-être qu'ils ont peut-être un peu plus de viande dans leur alimentation, moins de racines. Les australopithèques graciles sont omnivores, voilà, dominantes végétariennes, mais ils sont déjà capables de chasser ou de récupérer des carcasses qui vont disputer aux prédateurs, chapardage. Et donc, leur régime s'est enrichi, donc le rapport calorique également. Et là, on voit Paranthrope. Hein. Alors, Paranthrope était beaucoup plus végétarien, puisqu'il avait des gros macères pour bouffer des racines ou des végétaux en permanence. Et le problème, c'est que ça prend du temps de manger des végétaux. Et donc, les femelles, et puis les ramener, c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de calories dedans. Hein. Donc, les femelles sont obligées d'aller chercher des végétaux, parce que si un homme doit ramener un mâle des végétaux, il en prendrait trop pour une femelle. Et on a vu que l'arrivée de la viande a permis au mâle, il y a beaucoup de calories dans une petite surface, d'aller chercher de la nourriture, avec des bâtons dans les mains, pour les ramener aux femelles qui restaient près des arbres, chez les australopithèques qui n'étaient pas des paranthropes, donc après il y a eu 2 voies, et qui, elles, avaient plus de chances de survivre, puisqu'elles s'éloignaient pas trop des arbres, après ils montaient avec leurs petits, hein, et elles échangeaient sexe contre nourriture, ou abstention, au mâle qui les nourrissait, ou en partie, avec de la viande très riche, des bombes caloriques, avec un peu de gras dedans, ce qui a permis de faire survivre l'humanité, c'est ce partage de tâches. On voit que le pauvre paranthrope, il y avait un dimorphisme sexuel, mais les femelles étaient quand même costauds, avaient des grosses mâchoires, dimorphisme sexuel, parce qu'ils protégeaient aussi le territoire, ces paranthropes. Hein. Et sûrement, ils devaient il devait y avoir une organisation sociale proche des gorilles, tu penses ? On ne sait pas, c'est difficile à dire, mais en tout cas, apparemment, ils ne faisaient pas d'outils, et c'est une impasse évolutive, ils ont disparu. Ah, voilà. Sûrement, ils ont disparu à cause de la mortalité des femelles, avec les petits dans les bras. C'est pas évident de survivre aux prédateurs, et la configuration partage des tâches, nourriture, pour les partage des tâches, le mâle va chercher la nourriture, la femelle reste avec les petits, c'est bien plus efficace pour éviter de mourir, quoi, bouffé par un prédateur. Alors, Alain, là, on est devant un Homo erectus. Alors, quelle époque, et puis explique-nous un peu cette particularité de ce squelette. Hein. On voit bien que il est longiligne, hein, il est gracile, c'est un bon marcheur, il a gardé un crâne un peu massif. Peux-tu nous parler un peu d'Homo erectus ? Alors, Homo erectus, ça ne veut pas dire homme en érection, hein, ça veut dire homme debout. Voilà. Ça dérive en fait du premier fossile qu'on avait trouvé à Java, qu'on avait appelé Pithecanthrope erectus. Et en fait, ça c'est un Africain. L'évolution humaine, elle se fait en Afrique depuis le début. C'est pour ça qu'on a cette parenté avec les chimpanzés. Donc à partir de 6-7 millions d'années, le chemin des chimpanzés et le chemin des humains divergent.
Et jusqu'à peu près 2 millions d'années, l'histoire se passe en Afrique. Et avec donc ce descendant des Australopithèques qui est beaucoup plus délié, qui est effectivement non seulement un bon marcheur mais un bon coureur, eh bien à 2 millions d'années, ce bonhomme-là va sortir de l'Afrique. On va donc le retrouver jusqu'en Indonésie et effectivement son squelette est parfaitement moderne, il n'y a que son crâne qui est encore assez archaïque. Donc on voit bien que là, au niveau du squelette post-crânien, il y a toute la modernité. On peut même voir, il est déjà grand, que c'est un enfant, c'est un adolescent. Il n'a pas encore terminé l'ossification de ses os. On voit les cartilages de conjugaison. Et donc, on voit aussi sur le crâne qu'il manque les dents de sagesse. On lui attribue donc peut-être une douzaine d'années. Il fait déjà 1m65. Donc, c'est quelqu'un qui était parti pour faire peut-être 1m80 s'il n'avait pas trouvé la mort. Par contre, effectivement, son crâne, lui, il est encore un petit peu petit. Il fait 900 cm3. Nous, on est autour de 1300. Mais le reste du squelette est parfaitement moderne. Et donc, c'est cette espèce, l'Homo erectus, qui va coloniser tout l'ancien monde. Europe et Asie. Alors Alain, là, on est passé dans ton bureau. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la diversité humaine et de tes dernières conférences que tu es en train de faire sur le sujet, d'ailleurs? Oui, déjà, le musée de l'Homme, c'est un musée où il y a beaucoup à voir, mais il y a aussi beaucoup de chercheurs. Donc, ils sont une centaine, là, avec des bureaux qui sont, c'est pas très joli, mais on y fait du bon travail. Et puisque cet après-midi, on devait parler de la diversité humaine, j'ai pensé qu'on pourrait, avec quelques diapos, illustrer cette diversité. Et c'est d'expliquer, en fait, pourquoi les gens n'ont pas tous la même tête et pourquoi ils se ressemblent d'une région à l'autre, mais qu'entre les régions, on peut voir pointer des différences. Donc ça s'explique par des questions d'environnement, des questions de climat, des questions d'adaptation. Et finalement, nos caractères physiques, ils racontent l'histoire de l'humanité. C'est ça qui est bien étudié. Donc on essaye de les quantifier. Le visage, le crâne d'une façon générale, c'est dans le squelette ce qu'on a de plus complexe. C'est ce qui a été le plus affiné par la sélection. Et donc il y a un certain nombre de questions qui se posent, notamment qu'est-ce que c'est qu'un beau visage ? Par exemple ici, pour commencer, j'ai choisi cette diapo. C'est une femme qui a été élue comme étant quelqu'un d'un certain standard de beauté à l'échelon européen, bien sûr, ça n'est pas universel. Et là, les gens se sont intéressés, puisque cette femme avait été élue, ils se sont intéressés à mesurer les différents segments du visage qui peuvent évoquer soit le nombre d'or, soit en tout cas une certaine harmonie, qui nous fait dire que tel visage est beau et tel autre ne l'est pas. Donc ça, c'est quand même une question d'évolution, puisque les gens sont aussi, pour la reproduction, sélectionnés sur leur aspect, donc sur la beauté. La beauté, ça a joué un rôle dans l'évolution. La beauté qui est fonctionnelle en général. Voilà. Et donc, en fait, on a un visage de base. Qu'est-ce que c'est l'anthropologie biologique ? Ma discipline, ça n'est pas l'anthropologie culturelle, c'est-à-dire l'ethnologie, la sociologie. Non, c'est l'idée de considérer l'espèce humaine comme toutes les autres espèces, une espèce animale. Nous sommes des primates, on l'a vu dans la galerie. Nous évoluons. Nous avons une longue histoire, on a 200 à 300 000 ans pour ce qui est des hommes modernes et puis plusieurs millions d'années pour ce qui est de nos ancêtres. Et donc, on décline en fait notre visage en fonction de deux impératifs. D'une part, nous sommes dans une espèce unique, elle est diverse, mais elle est unique. Donc, d'un côté, elle est diverse, il faut expliquer, d'abord décrire, ensuite expliquer, et d'autre part, considérer que le fait d'être l'unicité de l'espèce, ça veut dire que n'importe quel mâle peut faire des enfants avec n'importe quelle femelle, et n'importe quel homme peut faire des enfants avec n'importe quelle femme. C'est ça la définition d'une espèce, c'est le critère d'interfécondité. Donc, nous sommes une seule espèce. Tous les individus sont interféconds entre eux, mais en même temps, nous avons cette diversité qui est à base essentiellement géographique. À partir d'un visage moyen, on peut décliner, bien sûr, des colorations, mais dans la diversité humaine, il n'y a pas que la couleur, on l'a bien vu dans l'envol des bustes, il y a aussi des différences de morphologie au niveau des yeux, comme par exemple les yeux bridés, la face large, le nez plus épais, les lèvres plus pulpeuses, les cheveux qui sont différents. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font que la diversité humaine s'exprime par beaucoup de gènes.
Et donc, l'idée de nos recherches ici, c'est d'expliquer pourquoi il y a cette diversité. Ça va nous renvoyer aux théories sur l'évolution. Voilà une petite caricature de Darwin, hein, qui est quand même un peu l'ancêtre fondateur de nos réflexions sur l'évolution des espèces. Et ici, bon, il a été beaucoup moqué à son époque. Donc là, on parle des années 1859-1871, la parution de ces 2 livres importants. Donc on le catégorise un petit peu comme un singe lui-même. Il a un corps de singe et il renvoie à un petit singe sa propre image. Donc ça, c'était pour se moquer du fait que dans la théorie darwinienne, on formule « l'homme descend du singe ». En fait, nous sommes des singes et nous avons un ancêtre commun avec les autres singes. Mais on n'avait aucune notion de la génétique à l'époque. Hein. À l'époque, on avait la notion de l'hérédité. On savait que les choses se transmettaient, mais on ne savait pas comment. Alors, plus tard, hein, ça c'est un livre qui date de 1929, on a cette idée qu'effectivement, on a un modèle de visage qui remonte à nos ancêtres poissons, même aux invertébrés. Si on prend une mouche, par exemple, déjà, elle a un corps comme nous, qui est fait d'une tête, d'un thorax, d'un abdomen et des membres. Et de 2 yeux. Et elle a des yeux, la bouche. Voilà. Donc ça, c'est un schéma, ce qu'on appelle le body plan, le plan corporel, qui est très, très ancien, qui a plus d'un demi-milliard d'années. Qui est le plus économique aussi, c'est-à-dire que 2 yeux pour faire la triangulation et calculer la distance, et puis la bouche devant, l'anus derrière, voilà, pour prendre la nourriture au monde. Les capteurs en avant. Et capteurs en avant. Et donc, visage de poisson, visage d'amphibien, les singes, les petits singes, les grands singes, les hommes primitifs et les hommes modernes. Donc ça, c'est l'histoire de notre visage. Et nous sommes perchés donc sur cet arbre évolutif qui nous explique cette parenté avec toute la famille des singes. On a vu tout à l'heure les fossiles. Voilà un petit peu l'ancêtre commun de la lignée humaine et de la lignée des chimpanzés, qui sont les primates les plus proches de nous. Et nous avons un fossile qui est daté d'environ 7 millions d'années, qui a été trouvé au Tchad. Il est célèbre sous le nom de Toumaï, donc c'est un petit crâne. Et déjà, des petits détails qui laissent penser qu'il aurait pu être un peu bipède et un peu sur la lignée humaine. Grâce à les détails se situent à quel niveau? Alors, il y a d'une part la réduction de la canine, parce que chez les primates non humains, la canine est toujours plus saillante, elle dépasse du plan des autres dents, alors que dans l'espèce humaine, mais aussi ses ancêtres, la canine ne dépasse pas le plan des autres dents. Par contre, si tu vas chez ton dentiste et que tu fais faire une radio, tu verras que la racine de ta canine est plus longue que celle des autres dents. C'est un souvenir évolutif que nous avions une canine puissante. Mais avec l'évolution, nous avons délégué à des outils les fonctions, voilà, qui étaient celles du corps. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une grosse canine si j'ai un silex qui sert à couper mon beefsteak ou à menacer mon voisin? Donc, il y a cette réduction de la canine qu'on voit déjà chez Toumaï. Comme on est bipède, on marche plus la tête en avant, hein, à 4 pattes, comme les ancêtres. Donc on est debout et avec les mains qui peuvent protéger. Alors, est-ce que Toumaï était bipède? Peut-être, parce qu'en fait, quand un animal est quadrupède, son tronc occipital est vers l'arrière. Chez nous qui sommes complètement verticaux, notre tronc occipital, il est à la base du crâne, au milieu. Et chez Toumaï, il est encore en position postérieure, mais il est un petit peu plus en avant que la théorie ne le prévoirait s'il était quadrupède. Donc voilà les indices qui nous font penser que Toumaï est un petit peu sur le chemin. Ensuite, on a un autre fémur là, qui a été trouvé au Kenya. On n'a pas le crâne, mais c'est un fémur qui est en faveur d'une bipédie, vers 6 millions d'années. Et puis ici, on a Lucie. Voilà, la branche des Australopithèques vers 4 millions d'années qui se distingue. Et certains sont en impasse évolutive, les paranthropes, et puis d'autres conduisent à nous. Ça, c'est le professeur Brunet, c'est lui qui a trouvé Toumaï au Tchad. Alors, le fait de trouver la bipédie sur les fémurs, ça paraît juste un petit bout d'os, mais on la trouve relativement facilement par la structure en tomographie qu'on peut faire de la tête du fémur en général, c'est ça? C'est une question de biomécanique. Ouais, biomécanique. Parce que là, en bipédie, la tête du fémur supporte tout le poids du corps, alors qu'évidemment en quadrupédie, c'est divisé. Donc oui, on a des moyens... Les usures ne sont pas au même endroit, les épaisseurs ne sont pas au même endroit. Donc on a les moyens, sur un petit bout d'os, de voir si c'est bipède ou pas bipède, ce qui est fascinant. Voilà, donc ça c'est toute l'enquête des paléontologues. Un saut dans le temps, on arrive aux hommes modernes.
Donc, ils sont déjà sortis d'Afrique, etc. Mais ils continuent à évoluer en Afrique. Donc, on a vu que la sortie d'Afrique, c'était vers 2 millions d'années, Homo erectus. Mais les hommes modernes apparaissent en Afrique vers 300 000 ans. Ça, c'est une découverte de Jean-Jacques Hublin au Maroc. Alors, hommes modernes, c'est parce qu'ils ont une face qui est beaucoup plus proche. Il y a plusieurs caractères. Il y a surtout l'arrière-crâne. En fait, le cerveau est bien développé. L'arrière-crâne est très globuleux. Il y a encore quelques traits archaïques, notamment cette robustesse au-dessus des orbites. Et puis la face qui est quand même un petit peu projetée en avant encore. Mais on peut considérer, en voyant ces reconstitutions, que ce sont des gens qui sont très peu différents de nous. Avec des cerveaux qui ont à peu près le même volume que le nôtre? Oui. Et justement, on peut le voir encore mieux. Alors là, c'est un autre crâne trouvé cette fois-ci en Éthiopie, qui est 2 fois plus jeune. Et là encore, les reconstructions faciales nous font dire que ce sont des gens très semblables à nous. Là, on a vu encore une perte de cette projection faciale antérieure. Le profil est beaucoup plus droit, bien qu'il y ait encore une certaine robustesse qui persiste. Et donc là, bien sûr, ce sont des Africains. Hein, toute cette évolution se fait en Afrique, mais ce sont des têtes de gens qu'on peut croiser dans le métro tous les jours. Et on est sur la même taille que Cro-Magnon Oui, c'est des gens du assez performants du point de vue cérébral, même du point de vue de l'outillage qu'ils fabriquent. Et le volume, oui, c'est autour de 1200 cm3, c'est bien. Alors arrive le 19e siècle et le besoin de classifier la diversité humaine, de la mesurer. Donc c'est Broca, celui qui avait déjà découvert l'ère du langage dans le cerveau. C'est un grand bonhomme, un grand chirurgien, mais aussi un grand anthropologue. Donc lui, il va insister surtout sur ce qu'on appelle la biométrie, la mesure du vivant, donc l'anthropométrie, en développant des outils qui parfois sont assez simples. Un pied à coulisse, un compas à branche courbe, ça permet déjà de bien mesurer un crâne. Un peu plus tard, mais encore au XIXe siècle, un bouleversement survient avec Landsteiner, qui a eu le prix Nobel de médecine en 1900, pour sa découverte des groupes sanguins. Et vous voyez que ces 2 personnes ont été contemporaines pour une petite partie de leur vie. Donc il y a une transition. Or, qu'est-ce que c'est Landsteiner? C'est le début de la génétique. C'est-à-dire qu'avec Broca, on est dans la morphologie, avec des outils assez simples, avec la découverte des gènes, on est dans un monde tout à fait nouveau et qui continue de nous surprendre par les histoires qu'il peut nous raconter. Et la biométrie, donc cette anthropométrie, elle a toujours eu mauvaise presse parce qu'elle est assimilée à la classification de l'espèce humaine en races. Et donc, en fait, pas du tout. Il s'agit simplement de mesurer le vivant. L'autre mauvaise perception de la biométrie, c'est qu'elle est associée à la criminologie, c'est-à-dire au fait qu'on peut faire le portrait robot de quelqu'un avec des mesures. On peut truquer ses empreintes digitales ou un certain nombre de choses, même se faire refaire le visage, mais on ne peut pas truquer ses mensurations crâniennes. Pourtant, faire de l'anthropométrie, c'est quelque chose de simple, de peu coûteux par rapport à la génétique. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué moi-même et ça m'a permis de construire une base de données sur la forme du visage, avec l'idée que cette forme de visage, elle est transmise par les gènes. Voilà. On a des exemples, comme le menton des Habsbourg, ça c'est la famille des rois d'Espagne depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle, espèce de menton très fort. Ou bien, chez nous, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, le nez des Bourbons, ce gros nez convexe, eh bien, on ne sait pas encore exactement où sont les gènes qui font un menton ou qui font un nez, mais en tout cas, on sait que ça se passe de génération en génération. C'est génétique. À tel point que maintenant, certains pensent qu'on peut faire des portraits à partir de l'ADN pur. Imaginons qu'on soit sur une scène de crime, on trouve cette empreinte, mais peu lisible, elle ne va rien nous dire, ou c'est quelqu'un qui n'est pas dans les bases de données de la criminologie. Quand on laisse une empreinte, on laisse des cellules de notre peau. Et donc sur cette empreinte, on va pouvoir récupérer des cellules, amplifier l'ADN et essayer de faire un portrait standard en cherchant justement ces gènes qui codent pour la morphologie. Donc déjà, on connaît les gènes de couleur de peau, ça c'est assez sûr. Et certaines entreprises, en fait, prétendent aussi reconstituer des visages complètement virtuels à partir donc de l'ADN, alors qu'il n'y a aucun autre élément. Donc ça n'est pas encore au point, disons-le tout de suite. Mais ça sera plus tard. Oui, quand on aura vraiment localisé les gènes. Simplement, c'est
l'ADN, c'est une recette de cuisine, mais c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gène pour le nez ou un gène pour le menton. Par exemple, on a étudié les pygmées. Pour la taille des pygmées, puisqu'ils sont réputés être de petite taille, on a trouvé des centaines de gènes associés à la taille qui sont en interaction. Donc en génétique, tout est toujours très compliqué. Donc je ne suis pas sûr qu'on arrive vraiment un jour à faire des portraits précis, mais oui, c'est l'avenir. Disons que plus la base de données de traitement est importante sur les individus, plus on peut faire d'analogies et voir que les individus qui ont globalement cette forme de visage ont par exemple cette empreinte digitale ou, je ne sais pas moi... C'est ça le fil conducteur. C'est le fil conducteur, c'est d'avoir une base de données énorme. C'est pour ça qu'actuellement, tous les organismes qui font les empreintes génétiques, les empreintes qui font les tests génétiques sont en train d'exploser et arrivent à mettre en corrélation. Bien sûr, oui, plus la base de données est riche, plus on a de comparaison. Voilà, et sont rachetés en douce aussi des fois. Et donc moi j'ai voulu construire une base de données, cette fois-ci, sur les mesures du crâne ou sur les mesures de la tête chez les gens vivants, avec des choses très simples. Vous voyez, ici, c'est 4 mesures sur la face, donc largeur du crâne et largeur du visage, ce qu'on appelle le bizygomatique. Voilà les arcades zygomatiques. Voilà. Et puis les dimensions du nez. La hauteur du nez, aux nasions, la suture avec le frontal, voilà. Et puis sa largeur. Et de profil, on a 3 mesures, ce qu'on appelle le triangle facial. Donc la racine du nez, toujours, jusqu'à l'intervalle entre les incisives supérieures. Voilà, ça fait la hauteur de la face. Et puis par rapport à l'avant du trou occipital, on peut fermer le triangle. Voilà. Et ce triangle-là, il décrit bien d'ailleurs le prognatisme, cette avancée de la face. Donc ce sont 3 bonnes mesures qu'on peut prendre. Alors cette fois-ci sur le squelette, parce que sur le vivant, on n'a pas accès. Par contre, on peut le faire aussi sur des scanners de gens vivants. Et donc j'ai fait des travaux un peu académiques là-dessus, qui m'ont conduit donc à cette analyse. Donc on utilise ces 7 mensurations. Là, il y a un grand nombre de populations du monde, plus de 500. Bon, je me suis limité au sexe masculin, mais ce serait pareil chez les femmes. Et on a pour chaque individu des points, des nuages de points. Et là, les gros points rouges ne sont que les centres de gravité, les points moyens pour chaque population. Donc on voit que selon les populations, ils se distribuent comme ça un peu dans cet espace où en fait l'ordinateur utilise les 7 dimensions et les projette dans 2 dimensions. Et on voit d'ailleurs que dans ces 2 dimensions, 50% plus 34%, 84% de la variance, donc de la variabilité totale, sont conservées sur ces 2 dimensions. Donc on a beaucoup d'informations. Et qu'est-ce qu'on en conclut ? Eh bien, de façon assez étonnante, qu'il y a une superposition entre la cartographie que nous donne l'ordinateur, uniquement basée sur les mensurations, et la cartographie géographique. Autrement dit, si je projette un planisphère sur ce schéma, en mettant le point de l'Europe ici et le point de l'Australie ici, eh bien, je vais voir que tous les autres points sont dans une logique géographique. L'Afrique au sud, le Moyen-Orient, l'Asie, les Inuits au pôle Nord, les Amérindiens en route vers le continent américain et les gens du Pacifique. Donc, finalement, ces mesures sur le crâne, ces mesures faciales, elles nous racontent de la géographie. Là, ce sont sur des individus. Donc, la variation humaine, celle qui nous émerveille tant, c'est une variation continue, c'est une espèce de nappe. Donc ici, on a tous les individus du monde. Et bien là aussi, on s'aperçoit malgré tout que ces points moyens ne se distribuent pas au hasard. Toutes les populations africaines sont ici. Voilà les populations d'Océanie. Voilà celles d'Asie et d'Amérique, puisque les Amérindiens descendent des Asiatiques. Et voilà les Européens. Autrement dit, là encore, l'ordinateur nous a fait une distribution dans l'espace des ressemblances. Et derrière, on voit que ces ressemblances ont une base géographique avec des continents. Alors, on a manipulé cette mensuration. L'ordinateur nous a montré que les 2 les plus importantes pour raconter cette diversité, c'est la largeur du visage, donc le bizygomatique, et la largeur du nez. Et sur ce cadran-là, donc à base géographique, on va s'apercevoir que la morphologie dépend de ces secteurs géographiques. En Europe, on a un nez étroit et une face étroite. En Asie, on a un nez étroit mais une face large. Les malaires, là, les os des pommettes sont
tournée vers l'avant. En Afrique, la face est étroite comme en Europe, mais le nez beaucoup plus large. Et en Océanie, dans le Pacifique, en Australie, chez les Mélanésiens, tout est large. La face est large et le nez est large. Et on s'aperçoit qu'il y a finalement un gradient nord-sud, avec au sud des gens qui ont des nez larges, parce qu'ils vivent dans des climats tropicaux, et donc en fait l'air est tout à fait favorable aux poumons quand il est chaud et humide, il ne suscite pas d'irritation des bronches, et donc il n'y a pas besoin d'un appareil nasal très proéminent, alors que... Il peut charger aussi en poussière, puisque c'est très humide. Voilà. Alors que dès qu'on migre dans des endroits secs ou froids, là, l'air trop sec ou trop froid va irriter les bronches. Les bronches vont sécréter du mucus qui va s'infecter. On va avoir des bronchopneumopathies mortelles pour les enfants, puisque tout ça, ça se passe, la sélection, ça se passe essentiellement dans l'enfance. Voilà. Et donc, les enfants, et donc les futurs adultes qui ont des nez larges, alors que l'air est trop froid ou trop sec, ceux-là vont être contre-sélectionnés au profit de gens qui auront de plus en plus des nez étroits, qui survivront mieux. Et ça explique que donc, avec la conquête des zones froides, avec l'expansion des hommes hors d'Afrique, eh bien, il y a une pression de sélection pour que le nez soit plus étroit. Ouais. Ce qui explique donc que dans les zones tropicales, on a un nez large et dans les zones froides, un nez étroit. Pour ce qui est de l'autre composante, qui est la largeur du visage, on en discute, c'est moins évident, la sélection naturelle. Ça peut être une adaptation climatique au froid. Je sais que tu as tes idées là-dessus. Tu en parles dans ton livre, mais on n'a pas encore des arguments autant convaincants du point de vue physiologique que pour la largeur du nez. Alors pour le nez étroit, on l'a aussi dans les zones méditerranéennes, qu'on peut voir, les montées. Et même orientales aussi, long, c'est les zones sèches, c'est vraiment la poussière. C'est la poussière qui pose un énorme problème et on voit que les nez se rétrécissent, les poils de nez grandissent, ils sont très bruns, donc ils ont les sourcils. C'est pour empêcher la poussière dans des zones où il ne pleut pas beaucoup. Oui, il faut capturer il faut capturer la poussière, il faut protéger la cornée de la poussière aussi. On sait qu'avec les tempêtes de sable, c'est terrible pour les cornées. Et donc, ces poils dans le nez, ils demandent un rétrécissement du nez, plein de poils et un mucus particulier pour bloquer toutes les particules et éviter justement d'avoir des problèmes au sinus et puis aux poumons. C'est très... Voilà, donc c'est vraiment, on est là dans l'adaptation physiologique darwinienne. Darwinienne, pure et dure. Quand on regarde maintenant les gènes, ici ça c'est sur les groupes sanguins, on voit que l'humanité, elle aussi, elle se distribue comme ça en cadran, avec un rameau européen, un rameau africain, un rameau asiatique et amérindien et un rameau pacifique. Bon, cette analyse génétique, elle est très cohérente avec la géographie, là aussi. Et quand on prend des marqueurs génétiques plus sophistiqués que les groupes sanguins, comme l'ADN nucléaire, donc où là c'est fait sur beaucoup de gènes, on a ces mêmes ramifications. Alors, nucléaire, tu peux expliquer ? Alors, l'ADN nucléaire, c'est l'ADN qu'on a dans le noyau de nos cellules, donc les 23 chromosomes qu'on hérite de nos parents et qui sont notre recette de fabrique. Donc, cet ADN, maintenant, on le séquence complètement et on peut comparer les différentes populations mondiales. On voit donc cette branche européenne, cette branche africaine, cette branche asiatique et cette branche pacifique. Eh bien, finalement, il y a superposition entre la morphométrie, la biométrie faciale et la génétique. Et quand on prend maintenant le vivant et qu'on se contente de mesurer donc la largeur de la face, le bizygomatique, et la largeur du nez, eh bien, on voit là aussi cette logique géographique apparaître. L'Afrique est là, l'Asie est là, le Pacifique est là, l'Europe est là, et on retrouve ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire les gens en Europe qui ont un nez étroit, une face étroite, en Afrique, un nez large avec une face étroite, dans le Pacifique, tout est large, et en Asie, la face est large, mais le nez est étroit. Alors, il y avait un petit truc, c'était Néandertal, par contre, lui, avait un gros nez. Alors, Néandertal, on est dans une autre espèce, très cousine, on est interfécond, mais là, c'est un autre milieu. Les Néandertaliens sont sortis d'Afrique il y a beaucoup plus longtemps, presque 1 million d'années, où ils descendent des premiers Homo erectus qui sont arrivés.
Donc, depuis 2 millions d'années, il y a des sorties d'Afrique périodiquement. Et donc, les Néandertaliens, depuis beaucoup plus longtemps que les hommes modernes, ont dû s'adapter au climat froid. Et on constate que, contrairement à ce qu'on aurait pu prédire sur ce qu'on voit chez les hommes modernes, ils auraient dû avoir un nez très étroit dans ce climat froid. Mais eux, ils ont développé un autre appareil nasal, une face qui est différente d'ailleurs, qui n'a pas ce qu'on appelle la fausse canine ici, qui est caractéristique des hommes modernes. Les Néandertaliens ont une espèce de face en biseau, comme ça, très en avant, avec des sinus qui sont différents des nôtres, et avec donc une morphologie du nez qui est aussi très différente. Un nez qui est, lui, large, c'est vrai, mais probablement qui était vascularisé de telle façon qu'il puisse réchauffer l'air qui était glaciaire à l'époque. Donc, un autre système pour justement protéger les poumons. Donc, deux systèmes, on voit deux systèmes pour protéger des pathogènes. Deux morphologies qui sont assez distinctes. Voilà. Mais donc, pour résumer, eh bien, avec deux marqueurs biométriques, donc deux mesures faciales très simples qu'on fait avec un pied à coulisses, on peut déjà raconter bien l'histoire de l'humanité et ses adaptations. Et on le voit bien. Voilà. Et du coup, la question qui va venir tout de suite, est-ce qu'il y a des races finalement, puisqu'il y a cette diversité géographique. Et en particulier, ce schéma, il y aurait des blancs, des jaunes, des noirs, ou bien des Européens, des Africains, des Asiatiques. Ce qui est un peu faux, parce qu'en vérité, c'est une diversité. Beaucoup de gens seraient assez d'accord pour dire effectivement, je reconnais facilement un Européen d'un Africain. Pourquoi ne pas en faire des races différentes? D'autant que qu'il y a des variations. Oui. Ce sont de fines variations. Alors voilà, c'est qu'en fait, on ne voit que le sommet de l'iceberg, parce que quand on inscrit ces différences dans la variation continue, ça c'est une petite animation que le Musée de l'Homme a faite, eh bien, on passe effectivement insensiblement d'une morphologie à l'autre. Or, une classification raciale, c'est par définition une classification discontinue. Donc c'est une classification qui va mettre de la discontinuité sur un processus continu, qui va donc tordre le bras de la réalité. C'est pour ça qu'on a abandonné, en dehors de tout ce qui est idéologie, racisme, supériorité, en biologie humaine, on a abandonné la notion de race parce qu'elle ne rendait pas compte de la réalité, elle nous empêchait de voir la continuité. C'est une histoire d'éleveur, la race. Voilà, c'est ça. Il faut maintenir des lignées, les croiser entre elles de façon systématique pour concentrer les gènes, pour aboutir à la morphologie qu'on veut. Mais chez l'homme, ça ne s'est pas passé comme ça, à cause des migrations, à cause de la curiosité, au fait qu'on va toujours chercher des épouses, évidemment, de façon privilégiée à proximité, mais il y a toujours la curiosité qui va aussi nous conduire à en chercher de plus en plus loin, de sorte qu'on voit ces variations qui sont très subtiles, ce qu'on appelle des gradients, des Klein en anglais, et qui donc progressivement font dériver les morphologies les unes des autres. Donc, faire des frontières à l'intérieur de ça, ça ne marche pas, ça serait complètement arbitraire, donc pas de race. Par contre, on peut voir de grands types, mais il y a une continuité en vérité entre ces types. Et ces pôles, en quelque sorte, de morphologie qui sont géographiques, ils s'expliquent par le fait qu'effectivement, il y a une endogamie qui fait que si une mutation apparaît quelque part, elle va surtout s'imposer par proximité, et par définition, elle ne sera pas survenue autre part. Prenons les yeux bridés, c'est survenu en Asie, donc c'est surtout un caractère asiatique. Et les yeux bleus en Europe, etc. Donc il y a des mutations comme ça qui restent géographiques, mais ces différences de morphologie, finalement, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est qu'elles racontent vraiment l'histoire de notre espèce, qui est, il faut le rappeler quand même, la seule espèce qui a été capable de coloniser absolument tous les écosystèmes terrestres. On est partout. C'est l'aventure humaine. C'est l'aventure humaine. Et la merveilleuse diversité humaine, qui est une merveilleuse diversité d'adaptation à des milieux différents, qui après se recombinent, se mélangent, échangent leur qualité, et puis parfois des dysfonctionnements, parce qu'il y a des parties qui vont moins fonctionner à certains endroits. Voilà. Et donc, on a fait une approche très rudimentaire de biométrie, mais maintenant, toute la recherche en anthropologie, elle se fait sur la génétique, pour essayer de voir tous les gènes qui sont derrière ces différences de morphologie, sans compter bien sûr les différences de couleur de peau qui elles-mêmes répondent à des gènes particuliers. Alors on peut en dire un mot d'ailleurs, parce que là on n'est plus dans la forme du visage, mais on est dans la couleur.
Et tu vas faire un ouvrage là-dessus. Oui, là je travaille un ouvrage qui raconte l'histoire des couleurs de peau, dont tu parles dans ton livre très bien. Donc l'idée c'est que nous sommes des primates tropicaux. Les premiers Homo sapiens sont apparus en Afrique, on a vu leur tête. Donc ils étaient pigmentés, ils étaient colorés par la mélanine qui nous permet de nous protéger des ultraviolets et qui nous permet aussi de protéger des composantes du sang qui sont très importants pour la reproduction, c'est-à-dire pour la multiplication des cellules, notamment des spermatozoïdes ou des cellules du sang, qui est une molécule qui s'appelle le folate ou l'acide folique et qui est dégradée par la lumière. Et on pense que la plus grande raison pour laquelle on a de la mélanine dans les pays ensoleillés, c'est pour protéger son acide folique. En même temps, les rayons du soleil, en traversant la peau, viennent percuter d'autres molécules qui ressemblent à du cholestérol pour les transformer en une molécule qui s'appelle la vitamine D, mais qu'en fait une hormone, puisqu'on est capable de la fabriquer, l'hormone D, qui elle est tout à fait déterminante pour fixer le calcium sur les os, ça c'est sa première fonction, mais qui joue un rôle énorme dans l'immunité. Donc quand on est déficient en vitamine D, on fait soit des maladies chroniques, on attrape la tuberculose, on se défend mal contre le Covid, ou bien on fait des cancers. Les cellules cancéreuses se multiplient, elles ne sont plus éliminées par le système immunitaire. Donc, quand ces populations africaines ont quitté les climats ensoleillés pour arriver en Europe, eh bien la mélanine constituait à ce moment-là une barrière pour fabriquer la vitamine D. Il y a donc eu une pression de sélection pour perdre cet écran solaire et autoriser le peu d'ultraviolet qui restait à continuer à faire de la vitamine D. Voilà. Sachant que, par ailleurs, puisqu'il y avait moins d'ultraviolet, l'acide folique était moins menacé. Il y a donc eu un compromis évolutif pour qu'on perde cet écran. Et la conclusion, c'est que finalement, les Européens se comportent comme des Africains décolorés. Et la décoloration, ça a été une adaptation climatique. Et on a peut-être joué aussi des avantages de Néandertal qui avait dû se décolorer un peu déjà. Alors probablement parce que Néandertal, il a notamment sur certains des ADN qu'on a trouvés, il pouvait être roux. Et le roux, c'est le point presque ultime de la blancheur de la peau. Il manque de lumière. Et on sait que ces Homo sapiens sortis d'Afrique se sont métissés avec les hommes de Néandertal et qu'on a hérité des Néandertaliens plusieurs dizaines de gènes qui nous ont rendu service pour nous adapter plus vite à ce milieu qui était inconnu en Afrique. Et c'est effectivement très possible que les gènes de couleur de peau claire soient intervenus à ce moment-là. Et éviter des casses humaines terribles. Mais il est possible aussi qu'on ait pu rester coloré parce qu'on trouvait à l'époque, en tant que chasseur-cueilleur, la vitamine D dans le régime alimentaire. Et le point culminant de cette histoire, c'est l'arrivée du néolithique, voilà. C'est-à-dire la fonte des glaciers, un optimum climatique qui a permis de domestiquer les plantes et les animaux au Moyen-Orient, mais un peu partout dans le monde. Et donc, ça traduit un abandon du mode de vie de chasseur-cueilleur pour devenir un mode de vie de paysans, de cultivateurs, de sédentaires, puis d'urbains, puis de constructeurs d'empires, etc. Et à partir du moment où on est un éleveur d'animaux, on ne chasse plus, ou beaucoup moins, et puis on ne mange pas ces animaux en général, on les utilise vivants, on ne mange pas les viscères. De plus, on pouvait, avec le lait, acquérir du calcium, mais ça posait un problème avec la vitamine D. Donc, le manque de vitamine D apporté par tous ces changements de régime a conduit certainement à une pression de sélection pour perdre sa pigmentation beaucoup plus vite. On a quelques... Avec l'apport aussi de peut-être un peu plus de nourriture végétale à la place de l'animal qui compensait, qui faisait peut-être baisser... Alors, les chasseurs-cueilleurs ont une nourriture végétale, mais de cueillette, ils ne cultivent pas. Alors que quand tu consommes des céréales, par exemple, ça empêche l'absorption du calcium. Voilà. Il y a des réactions chimiques. Et donc, l'humanité aurait à ce moment-là pu courir un risque de devenir vraiment rachitique, de perdre cette capacité à fixer... Particulièrement pour les femmes qui sont multiparturientes. Les hommes, ils peuvent rester bruns, ils ne vont pas faire d'enfants, mais la femme, elle est obligée de construire, de nourrir un petit sur ses réserves. Voilà, et puis d'accoucher dans un bassin qui est d'une bonne morphologie. Ouais. Or, le manque de vitamine D va conduire à des déformations du bassin. Voilà.
Alors, où ça a vraiment changé, c'est au néolithique, avec un changement de nourriture, hein, c'est ça? Oui, il y a eu un optimum climatique, hein, comme on dit, la fonte des glaces, la température qui augmente de 7 à 8 degrés. Et dans beaucoup de régions du monde, on se met à domestiquer les plantes et les animaux. On devient donc sédentaire, hein, on cultive son champ, on abandonne cette vie de chasseur-cueilleur. Et les apports de vitamine D qu'on pouvait trouver dans le gibier, puisqu'on abandonne la chasse, eh bien, on ne les a plus. Alors, dans le gibier, on les trouve où exactement? Dans les viscères. Dans les viscères. En fait, nous-mêmes, nous stockons notre vitamine D l'été dans notre foie et nous vivons sur ce stock en hiver. Et donc, si on consomme du foie d'animaux, et a fortiori du foie de poisson, le foie de morue, mais aussi le foie des animaux sauvages de la forêt, eh bien, on peut avoir des apports de vitamine D, comme dans les œufs également, très intéressants. À partir du moment où on change de mode de vie, on va donc produire notre nourriture, mais on n'aura plus ces apports de vitamine D diététiques. On va donc beaucoup plus compter sur les apports solaires, puisque les ultraviolets nous permettent de fabriquer notre propre vitamine. Il faut qu'on ait, surtout dans les climats les moins ensoleillés, une perte de notre écran de mélanine et donc un blanchiment de la peau. C'est pour ça que dans les régions où il y a peu de soleil, on rencontre des gens à peau claire, voire très claire, et également cheveux blonds. Donc c'est toute une région de l'humanité qui a été affectée par cette adaptation à des nouvelles conditions de vie. Et on peut voir la différence, c'est les Inuits qui vivent des fois dans des périodes où il n'y a pas de luminosité. Ceux qui sont près de l'eau et qui ont une nourriture avec peut-être plus de viscères sont plus bruns, hein, c'est ça? Oui, en fait, on pourrait dire, bon, les Inuits, les Esquimaux, ils vivent dans des régions où il n'y a pas beaucoup de soleil, et donc, en plus, ils sont couverts. Mais quand on mesure leur couleur de peau, ils sont assez foncés. Voilà. Parce qu'ils ont contourné cette contrainte des ultraviolets qu'ils n'ont pas, en mangeant eh bien, tout ce qui peut, dans leur environnement, produire de la vitamine D, c'est les animaux et les poissons. Ah. Donc, c'est des gens qui mangent très, très peu de végétaux, puisqu'il n'y a presque pas de végétaux dans leur contrée. Par contre, ils ont une abondance de mammifères marins et de poissons. Et donc, ils trouvent leur vitamine D dans leur régime alimentaire. Donc, ils peuvent rester bruns, ils n'ont pas besoin du soleil. Par contre, chez nous, il y a cette contrainte. Et donc, puisqu'on est dans des zones peu ensoleillées, on doit être clair de peau. En revanche, bien sûr, les gens qui vivent sous les tropiques, ils ont besoin de cet écran de mélanine. Et le problème, du coup, se pose maintenant avec l'immigration. Ah, terrible. Quelqu'un qui est noir de peau, qui va rester en Europe, va souffrir. Il va souffrir d'une carence en vitamine D. Il est bon de savoir que les gens qui sont foncés de peau doivent se supplémenter, notamment l'hiver. Et les médecins français ne le savent pas la plupart du temps. Très peu les Américains le savent parce qu'ils rajoutaient de la vitamine D, parce qu'ils ont beaucoup d'afrodescendants dans leur lait. Pour les oui, aux États-Unis, il y a des Noirs depuis l'esclavage, donc on sait que les gens font des carences. En Europe, c'est surtout l'immigration antillaise et africaine. Et quand les gens restent en France, effectivement, il faut savoir qu'un petit apport de vitamine D, ou bien la consommation de foie de morue, hein, c'est quelques comprimés de vitamine D, ou une injection l'hiver, ça suffit à leur compenser ce déficit. Et à l'inverse également, les Européens qui partent vivre sous les tropiques attrapent des cancers de la peau parce qu'ils n'ont plus la mélanine qui protège contre les effets mutagènes donc cancérigènes des ultraviolets. Ouais. Donc, dans les deux sens, là encore, ça raconte l'humanité. C'est-à-dire qu'on est blanc là où il n'y a pas beaucoup de soleil, parce qu'on a été sélectionné pour être adapté. On est noir là où il y a beaucoup de soleil. Et quand on croise, quand les noirs vont là où il n'y a pas de soleil, ou quand les blancs vont là où il y a du soleil, eh bien, il faut compenser. Il y a des solutions. On est différents. Alors, actuellement, c'est la mode de dire on est tous pareils. Oui, on est tous pareils, mais si tu dis ça, tu vas générer des maladies chez les gens. Il faut leur dire non, on est merveilleux, mais on est tous différents. Alors merci Alain de nous avoir accueillis au Musée de l'Homme, alors dans le bureau, mais aussi dans la galerie. Ça nous a fait plaisir, puis ça nous a permis de montrer ce magnifique musée, qui est un des plus beaux du monde, hein, avec de grandes collections. Et je voulais aussi dire que Alain a écrit un très 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 bon livre, qui est dans ma collection personnelle, c'est L'anatomie impertinente. C'est un livre que je vous conseille d'aller lire et d'aller acheter, parce qu'il est très bon. Voilà. Oui, j'ai voulu faire une réflexion, une petite visite de la tête aux pieds du corps humain dans une perspective d'évolution. Pourquoi est-ce que notre corps est fait comme ça? Mais quel meilleur endroit que le Musée de l'Homme pour montrer ça, avec quand même, la France a quand même de grandes
qualité de magnifiques musées et de grands chercheurs. Voilà. C'était un plaisir de faire ce travail. Merci, ça fait plaisir. Et puis on se connaît quand même depuis un petit bout de temps. C'est vrai, Au revoir. merci Fred.